aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, que dans le monde, aujourd'hui, là, depuis quelques mois, un peu plus peut-être, depuis peut-être quelques années, moi je pense que le contexte international et régional n'est pas favorable aux droits de l'homme. Vous avez un Trump, les droits de l'homme ne sont plus une priorité. Et donc, comme c'est une superpuissance, ça compte. Si vous avez les États-Unis, plus la Russie, plus la Chine, au moins qu'ils ne sont pas favorables au Conseil de sécurité pour les droits de l'homme, eh bien, on peut pas dire. Donc, la région, aujourd'hui, je ne pense pas que dans notre région géostratégique, dans le monde arabo-musulman, le contexte n'est peut-être pas très favorable pour les droits. Donc, moi je pense, si vous voulez, que on a, par exemple, aujourd'hui au Maroc, des éléments qui poussent à la réforme, mais d'autres éléments qui ne poussent pas à la réforme. De manière globale. Après, je reviendrai au point que vous avez soulevé un par un. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des institutions qui jouent leur rôle. Moi, je vous demande de juger, par exemple, d'apprécier le Conseil national de l'homme sur la base des rapports. 45 rapports. Est-ce qu'ils disent la vérité ou ils ne disent pas la vérité? Sur cas par cas. Y compris, par exemple, au moins 2 questions que vous avez soulevées, au moins 2, sur lesquelles il y a des mémorandums, le droit de manifester, le droit de manifestation pacifique, et le droit d'association, sur lequel nous avons publié 2 mémorandums en décembre 2015, le 10 décembre, la journée internationale de droits de l'homme. Donc, le Conseil économique, social et environnemental, par exemple, présidé par Sénéza Braka, vous voyez ces rapports sur toute une série de questions très importantes, dont une partie des questions. Donc, il y a d'évidence des progrès, mais il y a d'évidence, et vous avez raison de le dire, des défis énormes. Maintenant, c'est quoi comment on peut caractériser de manière très précise chacun de ces défis, et voir comment on peut avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a. Est-ce que la marque importante au Maroc, c'est l'atteinte au droit d'association et de manifestation ou pas? Moi, je pense que non. C'est là où on dit là. Ça ne veut pas dire que les réunions de la MDH n'ont pas été interdites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas usage parfois de la force publique de manière excessive face à des manifestations. Mais fondamentalement, aujourd'hui, il y a plus de 50 manifestations par jour au Maroc. Il n'y a qu'une infime minorité où il y a intervention des forces de l'ordre. Donc le fait premier, il y a une daïra assassia, la progression des manifestations. Les Marocains aujourd'hui sortent de plus en plus dans la rue. Ils sortent dans la rue sans respecter le cadre légal. C'est là où il faut... C'est quoi le cadre légal? C'est qu'il faut déclarer les manifestations. Le système des manifestations au Maroc est exactement copié sur le système français. Il n'y a pas d'autorisation à demander. Mais il faut déclarer, avertir. La majorité des manifestants marocains ne déclarent pas leur manifestation. Qu'est-ce que ça révèle pour moi? Ça révèle la faiblesse de l'encadrement associatif ou politique ou syndical. Si vous prenez maintenant, vous achetez, il y a beaucoup de quotidiens, si vous achetez des quotidiens sur une journée, vous allez voir que dans telle région, il y a une manifestation de tel droit, de tel quartier, de tel... Il y a une nation. C'est-à-dire que les Marocains, pour moi, les Marocains sont devenus conscients de leurs droits et qu'ils sortent pour réclamer leurs droits. Mais ils le font, la quasi-totalité des manifestations marocaines ne sont pas déclarées. Et pourtant, elles sont tolérées. C'est-à-dire que... Et lorsqu'il y a intervention des forces de l'ordre, parfois il y a une intervention qui est ce qu'on appelle un usage excessif de la force publique. Ça arrive, bien sûr. Je l'ai dit, moi, là aussi, vous verrez. Vous savez que je dois chaque année présenter un rapport devant le Parlement. Et j'ai présenté mon premier rapport, et c'est là. Sur la liberté d'association, vous avez raison de dire que certaines réunions de la MDH ont été interdites par le ministère de l'Intérieur. Mais il faut compléter. En disant quoi? Que chaque fois que la MDH a porté plainte devant les tribunaux administratifs, elle a gagné contre le ministère de l'Intérieur. Et que la justice administrative marocaine, la justice administrative,
a condamné chaque fois le ministère de l'Intérieur avec des amendes de 50 à 100 000 dirhams au profit de la NDH. Chaque fois que la NDH a porté. Et que dans les dernières exposés, c'est un mot en français, la base du jugement, là on explique la base du jugement, les motifs. Et dans la motivation par la justice administrative marocaine de la condamnation du ministère de l'Intérieur par rapport à la NDH, il y a l'utilisation pour la première fois du droit international des droits de l'homme. Sur le Hossima, et après je dirai un mot sur la Constitution. Moi j'ai vu la déclaration du gouvernement hier, hein. C'est une déclaration d'hier, suite à la réunion des leaders de la majorité qui ont accusé des manifestants de Al-Hossima d'être des séparatistes, effectivement. Nous, on est en train de suivre ce qui est en train de se passer. Mais jusqu'ici, à part un exemple, il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de manifester Al-Hossima. La liberté de manifestation est respectée. Donc on est face à une déclaration du gouvernement, on va voir ce qui va se passer dans la réalité. Mais jusqu'ici, à part, dans un exemple, nous on a une commission régionale, vous savez, Al-Hossima qui suit et sur ici la présidente, vraiment il y a 2 jours, j'étais avec elle en train de faire le point à Rabat. Et en plus on est engagé par plusieurs mois. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une situation sociale très, très, très difficile à Hossima. Et j'espère que, si vous voulez, qu'il y ait des gens qui utilisent ça pour dire nous voulons une autonomie ou même la séparation, ça existe, c'est dans le réseau. Mais je ne crois pas que c'est ça le fait dominant à Hossima. Le fait dominant, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas propre à Hossima, qui est la question de la jeunesse. Vous savez que chaque année, nous avons 200 000 jeunes Marocains qui arrivent sur le marché du travail. 200 000. Nous créons 100 à 110 000 emplois. Et donc on a un vrai problème, c'est un vrai défi. S'il y a une solution magique, je crois que c'est un peu plus compliqué que la seule volonté politique, c'est très compliqué. Sur la Constitution, je vous dirais quelque chose. Moi, je suis très mal placé pour vous répondre d'une certaine manière, parce que j'ai fait partie de la commission consultative qui a fait la Constitution. Donc je la défends, c'est normal. Mais ce que je vous demande là, c'est de comparer le texte constitutionnel que nous avons et les propositions qui sont venues dans les 182 mémorandums. Vous savez qu'on a ouvert la voie, lorsqu'on faisait la Constitution, on a ouvert la voie à ce que tout le monde présente des mémorandums, des propositions. Et il y a eu 182 groupes de Marocains qui ont proposé un texte. Mais nous, je le disais tout à l'heure, c'est un de Abdoukhouali, le grand chanteur marocain, lui-même a présenté un mémorandum au nom des artistes. Donc on sait ce que les Marocains ont pensé de la période. Comment, qu'est-ce qu'ils proposaient, y compris sur la séparation du pouvoir. Le mouvement politique du 20 février n'a pas présenté le texte. Je le regrette. Non, il n'y a pas. Non, il y a eu des slogans. Le mouvement du 20 février, تعرضت يعني الخطاب ديالها خرج على السياقات يعني من بعد المشاكل ديال العدل والاحسان واليسار ومن بعد ما خرجوا المثليين يعني وكان اهتمام الاعلامي على هاد المثليين وكاله ديال رمضان كما كانوا كيقولوا لهم ديك الوقيته يعني 20 février تهرست في لا يعني on connaît tous la situation. يعني on a eu une période يعني où la commission consultative a demandé à tout le monde de présenter des contributions écrites. On a organisé 6 semaines de consultation. Et vraiment, on voulait écouter tout le monde. Il y a des jeunes du 20 février qui sont venus. Maintenant, on va publier, c'est le Conseil national de l'environnement, il va publier dans 2 tomes les contributions légères. Pour qu'on voit, pour que les Marocains, y compris toi, peuvent comparer, voir s'il y avait des propositions qui ont été intégrées ou qui n'ont pas été intégrées. Si par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le fait que le Parlement soit la sous-source de la loi
Est-ce que c'est une vraie séparation ou pas? C'est des discussions. Par exemple, est-ce que le pouvoir judiciaire, qui n'était pas un pouvoir dans l'ancienne constitution, qui est maintenant un pouvoir judiciaire, et qu'il y a un haut conseil du pouvoir judiciaire qui est chargé de gérer la carrière, on va voir. On a tenu 3 réunions jusque-là. On va voir si effectivement ça va assurer l'indépendance ou pas de la magistrature. Voilà, ceci étant, si vous avez un point de vue politique, vous avez le droit de l'avoir. C'est évident. Et ce qui est aujourd'hui possible, c'est de pouvoir l'exprimer. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, la démocratie, c'est la confrontation pacifique des points de vue différents. Alors, on peut penser, et je sais qu'il y a une partie des Marocains, ne sont pas majoritaires, mais il y a une partie des Marocains qui pensent qu'on n'est pas allé plus loin. Bien sûr, ça existe. Moi, je pense que le rapport, la société et ses acteurs ont permis d'aboutir, d'arriver là, pour ce moment. Au moindre coût. Parce qu'on aurait pu, par exemple, choisir la méthode tunisienne qui c'est de prendre 3 ans et demi pour faire une constitution. Ça leur a pris 3 ans et demi. C'est une voie aussi. Moi, je suis plutôt pour la voie marocaine. Je pense qu'il faut faire de la réforme politique, il faut le faire aussi rapidement qu'au possible. Mais bon, voilà. Bonsoir, M. Zéni. Face à l'arrivée massive d'islamistes derrière les barreaux, Pardon? face à l'arrivée massive d'islamistes derrière les barreaux, la prison doit faire face à la menace du fanatisme et ses prédicateurs. Quels sont les moyens pour éviter la radicalisation des détenus, conformément à la politique menée par l'État marocain en matière de lutte contre le terrorisme? J'ai une autre question. Selon l'article 3 de la Constitution marocaine, l'islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Ma question est la suivante. Quelles sont les garanties législatives, réglementaires qui permettent aux Marocains et aux étrangers de confession chrétienne et juive de pratiquer librement leur religion dans un environnement multiculturel? Merci. Vous pouvez commencer, on est à quelque chose